Une crise systémique, c'est une crise qui va affecter l'ensemble des composants d'un système, qu'il s'agisse d'un territoire, d'une société, d'une filière. On parle de crise systémique pour le Covid parce que cette crise, elle va toucher l'ensemble du territoire national, l'ensemble des fonctions économiques et sociales. Dans une crise classique, on a des effets qui sont souvent circonscrits dans le temps et dans l'espace. On a une région qui est touchée, mais ça ne va généralement pas au-delà, et on en parle l'ensemble des composantes de la société qui est touchée. Ici, on voit bien que la perturbation initiale, l'épidémie, va entraîner des perturbations en chaîne sur l'ensemble des fonctions qui permettent la vie quotidienne et la vie économique. Et ces effets vont être décalés à la fois dans le temps et dans l'espace. L'ensemble de la société, l'ensemble du territoire est touché, l'ensemble des activités est touché, avec des répercussions qui vont se décaler très longtemps et avoir des effets induits très longtemps dans le temps. Dans le cas de la crise Covid, on est vraiment dans le cas d'une crise systémique qui affecte l'ensemble des personnes. On est tous susceptibles à un moment donné d'être infectés par le virus. À y regarder de plus près, c'est un peu moins vrai. On se rend compte qu'on n'est pas tous vulnérables de la même façon à ce virus. Certaines personnes, par exemple, appartiennent à des catégories plus fragiles, mais on se rend compte aussi que certaines personnes vont souffrir davantage parce qu'elles sont dans des situations d'accès moins facile aux services de soins, aux services de santé. On voit aussi qu'un ensemble de territoires, parce qu'ils sont déjà marginalisés ou parce qu'ils souffrent de fragilités qui sont antérieures à la crise, vont plus souffrir que d'autres. On sait par exemple aujourd'hui que les DOM-TOM vont être particulièrement touchés et que l'éloignement à la métropole va poser des difficultés accrues. On peut aussi penser à certains territoires ruraux isolés et bien sûr à certains territoires de banlieue qui souffraient déjà de fragilité sociale importante et qui donc vont avoir moins de facilité à la fois pour faire face à la crise et ensuite pour se relever. Donc cette crise, elle est à la fois ubiquiste. Ce qu'on appelle ubiquiste, c'est le fait qu'effectivement tout le monde est exposé, mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'à la fois certaines catégories de population et certains territoires vont être plus vulnérables que d'autres et vont mettre sans doute plus de temps à sortir de la crise et à se relever. Alors dans le cas de la crise Covid, on a plusieurs étapes pour sortir de la crise. Il faut d'abord que la crise sanitaire s'arrête, qu'elle se termine. Et cette crise sanitaire, elle va dépendre de la phase de déconfinement qui elle-même est encore assez incertaine. Ce n'est pas parce qu'il y a déconfinement que la crise sanitaire est finie. On peut avoir en particulier un déconfinement réversible si on a de nouveaux pics de contagion et si on a de nouveaux pics épidémiques. Cette phase de déconfinement n'est pas non plus synonyme de la sortie de crise. Pourquoi? Parce que cette crise sanitaire a des impacts sur l'ensemble de la société et l'ensemble des activités. Et donc, elle va se redoubler ensuite de crises qui sont des crises économiques et sociales. Donc, la sortie de crise, ça sera vraiment le moment où non seulement la crise sanitaire sera réglée, mais on pourra commencer à envisager une relance, une reconstruction, un rebond. Ce qui veut dire que ça va être extrêmement long, que c'est soumis à un ensemble d'incertitudes, en particulier évidemment la situation sanitaire, mais aussi par exemple l'état de la société, l'état aussi des cellules de crise et de tous les personnels qui sont engagés dans la gestion, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une crise longue. Il y a une pression énorme qui est exercée sur ces gestionnaires et il faut pouvoir tenir dans la durée. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le système tout entier, le système d'accès aux soins, mais aussi le système qui permet le maintien de l'ordre public, l'alimentation, la fourniture d'énergie, tout ce qui permet de vivre, résiste le mieux possible sur un temps qui va probablement être un temps beaucoup plus long que le simple déconfinement et même que la fin de l'épidémie. À l'heure actuelle, la question du déconfinement est encore très incertaine parce que d'abord, on manque de données sur la manière dont se propage l'épidémie, sur la question de l'immunité de groupe, sur le nombre de personnes infectées, sur la résistance aussi du système de santé. Donc, on est encore en train aujourd'hui d'élaborer des scénarios sur le déconfinement. Le déconfinement en lui-même va probablement ne pas prendre la forme d'un déconfinement brutal. C'est sans doute un assouplissement très progressif des mesures de confinement avec un enjeu majeur, c'est celui du respect de la distanciation sociale pour éviter de remettre un pic et de saturer à nouveau les services de santé. Ça pose un premier problème, c'est qu'il va falloir assurer le respect de ces mesures alors que les populations vont ressortir, vont se remettre en contact les unes avec les autres. Ça va dépendre en particulier de plusieurs variables. D'abord, la question de l'accès aux masques, la question aussi de l'accès au gel hydroalcoolique et probablement aussi un certain contrôle des mobilités
pour permettre de voir qui va où et de suivre les foyers de contamination. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est d'éviter l'apparition de nouveaux clusters, de nouvelles zones de recontamination, ce qui veut dire aussi que ces mesures de déconfinement, elles seront peut-être et sans doute probablement réversibles, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné reconfiner certains territoires ou certaines personnes. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'aller au fur et à mesure, en monitorant ce qui se passe. Et du coup, il y a un problème évident, c'est l'accompagnement psychologique des populations. On sait aujourd'hui que le confinement a des impacts sur les gens notamment qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en cellule de crise et qui donc sont enfermés pour l'instant dans un rapport au temps qui n'est pas le même que celui des personnels qui sont engagés sur le terrain. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitudes. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour déconfiner ces personnes et leur permettre de vraiment respecter cette distanciation sociale. On peut se demander en particulier ce qui se passerait si les individus devaient être reconfinés, soit individuellement parce qu'ils sont infectés, soit surtout parce qu'on voit la réémergence d'un cluster ou d'un pic d'épidémie qui mettrait le système de santé en tension. Donc il y a vraiment une nécessité d'accompagner les populations. Il va y avoir une pression très forte sur les forces de l'ordre parce qu'il va falloir contrôler les mobilités, contrôler les circulations avec des gens qui sont épuisés de part et d'autre. Et donc là, on voit bien comment une problématique au départ de sécurité sanitaire et de sécurité civile va très vite entrer en contact, va très vite se mêler à une problématique d'ordre public avec des gens qui de part et d'autre sont fatigués, ont des impacts psychologiques importants et donc une situation qui est sans doute très instable et qui va demander vraiment d'avancer pas à pas dans le déconfinement. Alors, il existe probablement plusieurs scénarios de déconfinement. On peut aller du déconfinement brutal et total, c'est extrêmement peu probable. Ça signifierait en réalité qu'on a soit des traitements, soit un vaccin qui permettent d'éviter de nouvelles contagions. L'option la plus probable, c'est ce qu'on appelle un assouplissement progressif des mesures de déconfinement, avec un double choix. Est-ce qu'on déconfine par catégorie de population? On peut par exemple imaginer qu'on va laisser confiner les populations à risque. On va évidemment laisser confiner les EHPAD. On va aussi laisser confiner certaines catégories de population qui n'ont pas forcément besoin d'aller travailler, par exemple, tout en leur permettant de sortir sur des périmètres un peu plus larges ou un peu plus longs. On peut aussi envisager un déconfinement territorialement ciblé, c'est-à-dire qu'on va laisser ou assouplir les mesures de déconfinement sur les territoires sur lesquels le système de santé n'est plus sous pression. Le problème, évidemment, à chaque fois, c'est de faire en sorte que ça soit au niveau des territoires ou des populations, le retour à une distanciation sociale moindre n'entraîne pas de nouveaux pics de contamination qui mettraient en péril les systèmes de santé. Et donc à chaque fois, il va falloir arbitrer entre le nombre de malades qu'on est en capacité de traiter localement, la possibilité aussi de faire sortir les malades de la zone initiale pour les transférer sur des hôpitaux qui ne sont pas sous saturation, le respect des libertés individuelles, avec notamment des mesures de tracking qui permettront de savoir qui est contaminé, de remonter les filières de contamination et d'isoler des clusters. Et puis bien sûr, la nécessité d'abord de protéger les vies, de protéger les plus fragiles. Donc peut-être que ces mesures de déconfinement seront à un moment réversibles, ce qui aura forcément un impact et sur les populations et sur les personnels en charge de faire respecter et d'accompagner le déconfinement. La métropole francilienne, c'est un enjeu tout particulier sur le territoire national pour deux raisons. D'abord parce qu'on a une population qui est très dense, très importante, avec des circulations qui sont en temps normal majeures. Les gens dans la métropole francilienne n'habitent pas là où ils travaillent, ne consomment pas là où ils habitent, ne se divertissent pas là où ils habitent. Ce qui veut dire qu'on a un ensemble de flux qui mettent au contact les gens, notamment dans les transports en commun, et qui va rendre extrêmement compliqué les mesures de distanciation sociale. Or, on n'a pas pour l'instant idée du taux de pénétration du virus et de sa circulation exacte, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que le déconfinement conduise à un nouveau pic, alors même qu'on a déjà des services d'urgence et des services sanitaires qui sont sous pression. Deuxièmement, la restauration de l'activité sur l'Île-de-France est extrêmement importante parce que c'est précisément la métropole, c'est-à-dire le cœur de la France, le cœur économique, et que donc c'est ici que se décide une partie des activités. La métropole est aussi un hub logistique, d'où partent et viennent un ensemble de marchandises et de flux. On a aussi tout un enjeu autour des circulations internationales. Donc le redémarrage de l'activité sur l'Île-de-France est évidemment extrêmement important pour atténuer, minimiser les effets de la crise économique qui suivra la crise sanitaire et pour éventuellement là aussi permettre un relèvement beaucoup plus rapide. Il y a donc là des enjeux très importants avec là encore une pression sur les personnels qui seront en charge de contrôler et de surveiller le déconfinement.
en particulier sur l'enjeu des transports, sur l'enjeu aussi d'un certain nombre de populations qui sont des populations vulnérables. On pense par exemple aux SDF, on pense par exemple aux migrants, on pense par exemple à des catégories très fragiles, des toxicomanes, des gens qui vivent dans de l'habitat précaire ou des bidonvilles. Et donc tout ça fait qu'on a aussi des populations très nombreuses qui sont regroupées. Ça peut évidemment poser des problèmes parce que ces populations sont des foyers de contamination qui sont en plus au contact dans les lieux publics avec les habitants. Et donc là, il y a aussi tout un enjeu de sécurité. Et puis on a un dernier problème, c'est la complémentarité entre les territoires de l'Île-de-France. On sait qu'on a aujourd'hui des territoires qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis où les confinements sont plus difficiles du fait de la configuration des appartements, du fait des structures sociales, du fait de la très grande pauvreté. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a des territoires qui vont demander une attention particulière avec des populations qui sont déjà psychologiquement très touchées, qui ont été très touchées sur le plan de la crise sanitaire et qu'il va falloir accompagner avec des risques évidemment de tensions accrues. Le moment de la sortie de crise, c'est d'abord un temps long qui peut constituer une crise dans la crise parce qu'on a à la fois un épuisement des services et des personnels qui ont été engagés dans la gestion de crise et puis un épuisement psychologique des populations avec souvent des effets de sortie de sidération qui fait qu'on a à ce moment-là des tensions qui peuvent apparaître. Les expériences de crise précédentes montrent qu'il y a un enjeu très fort de maintien de l'ordre avec une présence visible et physique des représentants de l'État et des forces de l'ordre qui assurent vraiment cette sécurité qui est due par l'État aux citoyens. Ça signifie aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas être uniquement dans la répression et que des populations vont se tourner vers les forces de l'ordre pour les accompagner dans un quotidien qui va être difficile. Il faut imaginer que cette période de sortie de crise va être notamment une période où il va falloir tester les gens, où il va falloir aller sur de la distribution de masques, où il va falloir aller sur un ensemble de mesures aussi de restriction des libertés. Et donc il y a une nécessité aussi d'aller au contact de ces populations et de les accompagner. On a vu notamment, après le retour d'expérience de la catastrophe d'Irma à Saint-Martin, que la présence de la gendarmerie, l'uniforme, le bleu, a été vraiment quelque chose de très apaisant pour les populations. Il y a une confiance qui s'est créée dans le contact de terrain avec les forces de l'ordre qui font qu'aujourd'hui, quand on interroge les populations qui ont vécu la crise, elles ont vraiment un sentiment de reconnaissance par rapport à cette autorité. Les forces de l'ordre peuvent être aussi un moyen par le contact de terrain et par la connaissance qu'elles ont du terrain, de faire remonter un certain nombre d'alertes pour vraiment pointer du doigt des situations compliquées, des territoires sur lesquels il y a des tensions. Il faut bien imaginer aussi qu'on a des risques de fracture de ce corps social parce qu'on va avoir évidemment un ensemble de points de vue qui vont s'exprimer. Le contexte va être probablement assez tendu politiquement, économiquement, socialement. Et donc il y a vraiment un besoin ici de réfléchir à l'accompagnement des populations, au rôle de l'ensemble des forces de l'ordre, sachant que la problématique, une fois de plus, de sécurité civile va être interfacée avec celle de sécurité publique et que donc derrière, il y a vraiment une adaptation de la doctrine pour faire en sorte que la confiance soit maintenue, que l'autorité de l'État soit présente et que les représentants de l'État sur le terrain puissent constituer des ressources et des relais pour des populations qui seront psychologiquement extrêmement ébranlées, socialement souvent en difficulté et dans une situation, là encore, compliquée parce que la sortie de crise va être longue et parce que la fin du confinement, voire la fin de l'épidémie, ne signifie pas un retour immédiat à la normale.